Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de séance. Je voudrais d'abord commencer par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je voudrais dire tout le plaisir que j'ai encore une fois à me retrouver ici. Féliciter le professeur Belhadir qui inscrit ces rencontres dans la durée et des rencontres dont sortent beaucoup d'éléments qui vont nous aider dans l'avenir. Mais surtout remercier aussi notre hôte, le professeur Marca, qui nous a mis dans des conditions excellentes depuis que nous sommes là. Et ça, vraiment, c'est peu dire. Mais je voudrais surtout m'excuser tout de suite, d'abord parce que je suis complètement enrhumé, mais surtout parce que le professeur Belhadir veut faire de moi un spécialiste du droit des diabétiques. Alors que je ne suis pas un homme de loi, je suis un simple médecin clinicien. L'année dernière, il m'a demandé de parler des droits des diabétiques. Je ne sais même pas si ça a été apprécié. Mais cette année, plus redoutable encore, il me dit de parler. J'espère que j'ai le bon. Ça, c'est... Non, c'est pas ça. Alors c'est peut-être ça. Oui, voilà. Alors, il me dit de parler des droits des femmes diabétiques en Afrique. Ah, sujet extrêmement important, mais sujet extrêmement difficile parce qu'il n'y a rien là-dessus. Alors, je me suis dit, que faire? Alors, comment ça bouge encore? Le petit rouge, c'est lui qui fait avancer, d'accord? C'est celui qui fait reculer ou c'est celui qui fait avancer? Ah bon? Alors, j'aimerais bien savoir. Ok, très bien. Donc, c'est celui-là qui fait avancer. C'est toujours difficile. Hein? Ok, c'est le grand qui fait avancer. Mais de temps en temps, il refuse. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, allons visiter la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que les États croient aux droits fondamentaux de l'homme. Mais ça recule tout seul. Aux droits fondamentaux de l'homme et surtout croient dans l'égalité des droits des hommes. Et dès l'article 1er, il dit tout de suite, tous les êtres humains naissent libres et égaux et que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Et à l'article 25, voilà ce qui est écrit, toute personne a le droit à un niveau de santé, de bien-être, et pour ceci, pour lui-même et pour ceux de sa famille. Et il parle de la maternité de l'enfance. Mais surtout, il associe, dans l'article suivant, l'éducation au droit à la santé. Parce que sans l'éducation, c'est difficile que les gens sachent quels sont leurs droits. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, justement, saisissant le pas, dit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, mais surtout qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est pareil. C'est le thème, c'était pourquoi justement l'IDEF avait choisi en 1988 comme le thème diabète et droits de l'homme. Alors, l'AFID, associé à l'OMS à l'époque, avait justement souligné les inégalités frappantes qu'il y avait pour l'accès aux soins, l'accès à l'information. Le professeur Marca a parlé beaucoup de l'information du patient tout à l'heure, ce qui est important. L'accès à l'éducation thérapeutique est un droit du diabétique. L'égalité des chances pour un emploi, qui nous intéresse peut-être un peu moins, mais sans emploi, le diabétique a des problèmes. Ils ont insisté surtout sur l'importance pour chaque pays, pour les gouvernements, de parler des droits des diabétiques et de donner aux diabétiques le droit d'avoir une bonne santé. Alors, le docteur Hilary King, qui était le chef du bureau du diabète à cette époque, avait déclaré « Le droit aux soins suppose le diagnostic précoce, la prise en charge adéquate, mais surtout avait souligné l'importance que les soins médicaux soient abordables et facilement accessibles, ce qui doit être surtout le cas pour nos pays en développement. »
À partir de cette date, des avancées ont été notées partout, y compris en Afrique, fort heureusement. Alors, le thème de la Journée mondiale du diabète de cette année, vous le savez très bien, c'est les femmes et le diabète. Alors, on se pose la question, pourquoi on focus sur les droits des femmes diabétiques? Eh bien, c'est pour souligner d'abord que pour toutes les femmes et un diabète, tous les risques qu'il y a. Le risque de ne pas avoir un accès équitable et à des coûts abordables aux médicaments, aux technologies essentielles, surtout en Afrique, nous le verrons tout à l'heure, c'est très très important, ces discriminations qu'il y a, l'accès à l'éducation, j'en parlais tout à l'heure, et l'accès aux informations indispensables pour la gestion ou l'autogestion de leur diabète, voire pour la prévention de cette maladie. Alors, les données, juste pour rappeler, les données de l'Atlas 2015 sur le diabète, voir qu'il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes qui sont atteints de diabète dans le monde, mais il y a plus de décès chez les femmes que chez les hommes, et surtout pour les femmes en état de procréer, parce que 2 sur 5 diabétiques en état de 2 sur 5 femmes diabétiques sont en état de procréer, et c'est 16,7% des naissances, mon ami Girolo en a parlé ce matin, mais en Afrique, sur la plaque de droite, vous le voyez, c'est 10 pour 10,5%, et l'accès moins facile à la prévention et au dépistage précoce, au diagnostic et au traitement aux soins. Dès qu'on sort des grandes villes, il n'est plus possible de suivre correctement ces diabétiques enceintes. Les décès prématurés sont donc plus importants et la perte de grossesse. Alors l'Afrique, c'est un grand continent avec toutes ces différences. Donc on peut se poser la question, quel est l'impact sur la connaissance du diabète et la prise en charge et les droits des diabétiques, en particulier aujourd'hui le sujet des femmes diabétiques. Alors, j'ai revisité là en ce moment-là la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dans son article 2 dit justement que toute personne a droit à ce genre de ses droits et libertés sans tenir compte du sexe. Il y a les autres éléments, mais le genre est très important ici. Et dans son article 16, il revient sur le droit à la santé physique, mentale, qu'il est capable d'atteindre. Et il revient sur le deuxième alinéa, sur le devoir des États de pouvoir justement procéder à la santé de leur population et sur l'assistance médicale en cas de maladie. Aux articles suivants, les 2 articles qui suivent tout de suite, parlent de l'éducation, comme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit que la famille est l'élément naturel de base de la société et qu'il faut protéger cette famille-là et veiller à l'émergence de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme. Alors, un protocole spécial a été fait pour les femmes dans ce cadre de cette charte des droits de l'homme et des peuples. Et l'article 14 précisément dit que les États doivent assurer le respect et la promotion des droits de la femme à la santé. Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'accès des femmes aux services adéquats. Mais on voit juste ici qu'aucune mention n'est faite sur le diabète et les autres maladies non transmissibles. Ceci a été corrigé par la déclaration politique au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies en 2011 sur les maladies transmissibles, justement où les gouvernants avaient exprimé leur profonde préoccupation que les femmes assument une part disproportionnée du fardeau de la prestation des soins et qu'il y avait plus de facteurs de risque de maladies non transmissibles chez ces femmes, comme l'inactivité physique et l'obésité. On en a parlé ce matin, les femmes sont plus obèses que les hommes, et ceci pose des problèmes. Le problème de la santé maternelle et infantile, avec ces risques liés aux maladies non transmissibles, et aussi l'obésité maternelle, le diabète gestationnel, qui sont assez similaires chez la femme et chez sa progéniture. Alors, l'OMS, dans ses différents rapports, à partir de cette date, y compris le rapport de la réunion de Montevideo en 2017, dit justement qu'il faut adopter une approche multidisciplinaire, tenant compte des différents facteurs biomédicaux, mais aussi socio-culturels et économiques. Et surtout, ils disent qu'il faut utiliser le potentiel des femmes, mettre les femmes à l'avant-garde de leur propre combat, pour que comme dans les autres domaines, pour qu'elles aient un leadership dans ce cadre-là. Mais surtout aussi impliquer les autorités religieuses et coutumières pour les droits spécifiques des femmes,
Parce que ceci est extrêmement important. Aujourd'hui en Afrique, nous savons bien que les autorités coutumières et religieuses, sur un certain plan non informé, constituent un frein à l'avancée de ces droits. Et surtout exhorter les ministères, pas seulement le ministère de la Santé, mais l'ensemble des ministères qui interviennent dans la santé pour justement améliorer les questions en faveur des femmes, notamment les femmes handicapées et les femmes âgées. C'est l'exemple, tous les pays africains aujourd'hui sont en train de parler de CSU ou de CMU, couverture sanitaire universelle. C'est en ce moment-là qu'il faut parler justement des droits des femmes. Le rapport de l'OMS continue, justement, les enquêtes STEP nous ont montré que l'on connaît aujourd'hui les facteurs de risque qui sont plus importants chez les femmes et que le diabète, l'hypertension et les autres maladies ont une prévalence extrêmement importante. Et l'OMS prévoit que 50% de la mort dans la région africaine à l'horizon 2020 sera due à ces maladies, notre principe en particulier chez les femmes. Mais bien sûr, il propose un certain nombre de solutions que vous lirez vous-même ici. Alors, justement, il y a eu un rapport de la Banque africaine de développement qui s'appelle « Autonomiser les femmes », qui revient sur l'égalité des genres en matière de droit, notamment en matière de droit à l'éducation. Alors, un rappel rapide sur le diabète en Afrique pour montrer rapidement que c'est avec les enquêtes STEP du genre qu'il y a eu une prise de conscience que le diabète avait une certaine ampleur au niveau africain, avec des prévalences qui peuvent aller jusqu'à 20% dans certaines contrées. Alors, c'est ça qui a été à la base de diverses déclarations, mais surtout de plans stratégiques de l'IDF Afrique et de l'OMS. La mise en œuvre a été progressive, bien sûr, suivant les contextes locaux. Là, vous lirez simplement très rapidement les diverses déclarations qui ont abouti justement à ces plans. Le plan stratégique OMS Afro et le plan stratégique de l'IDF pour appliquer la raison 61-225 des Nations Unies, qui exhorte les gouvernements à amener au peuple les moyens de se prendre en charge par rapport au diabète. Les objets SRC sont comparables dans les deux, nous allons les voir rapidement. Ça porte sur la sensibilisation, l'amélioration de la qualité et l'accès aux soins de santé, mais sur la dernière page, vous le voyez, ils exhortent à la mobilisation sociale, en particulier les groupes des femmes, les organisations communautaires de base. Quand on en parle en Afrique, c'est surtout les organisations de femmes et de jeunes. Vous savez que nous avons une population très jeune, pratiquement dans tous nos pays, plus de 50% de la population a moins de 25 ans, et la moitié au moins, ce sont des femmes. Donc, il y a des enjeux sociaux, enjeux économiques, enjeux politiques. Fort heureusement, tous ces enjeux sont portés aujourd'hui par les associations de diabétiques dans le cadre de l'IDF, justement, qui lutte pour la promotion à l'accès à l'information et des soins de qualité, à des stratégies de dépenses de santé liées au diabète, mais des stratégies adaptées à différents pays, mais aussi à la collaboration d'autres associations de patients, à la coalition, à l'écoute des autorités. Et tout ceci a permis de redéfinir aujourd'hui les différents rôles. Il est vrai qu'il n'y a pas encore, comme au Maroc, il n'y a pas encore de législation spécifique concernant les droits des femmes. Par contre, dans les actions globales des deux plans stratégiques dont je vais parler, on a insisté sur la mise en place de paquets minimums pour le dépistage et la prise en charge du diabète et grossesse. Le combat pour l'hygiène de vie, les programmes de nutrition, chaque pays est en train aujourd'hui de réfléchir sur des programmes de nutrition adaptés, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les femmes, c'est la sédentarité, les femmes aussi, c'est la dysalimentation. Alors, l'étude des droits sont intégrés dans les recommandations globales, c'est le droit à l'éducation et à l'embauche. Et vous le savez, aujourd'hui en Afrique, de plus en plus, tous les pays luttent pour que les femmes restent à l'école. Parce que c'est le gros combat aujourd'hui en Afrique, que les femmes puissent rester à l'école. Alors, le droit à l'avancement, le droit au reclassement professionnel, tout ça, nous sommes en train d'en discuter. Mais surtout, c'est par là que je vais terminer avant de conclure. Il faut savoir que dans nos pays aujourd'hui, les femmes ont compris, même la femme rurale a compris que son droit, c'est elle qui doit le défendre. Ce ne sont pas aux hommes
d'imposer des droits, mais aujourd'hui, le leadership féminin fait que dans tous les pays, on parle des droits des femmes, y compris les droits des diabétiques. Je vais conclure, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs. Je rappelle que le diabète sucré constitue un problème de santé publique majeur en Afrique. J'ai essayé sur une plaque de le rappeler. Les femmes payent un lourd tribut. Selon toutes les statistiques, elles payent plus cher le diabète. Chaque pays, par conséquent, doit avancer rapidement dans la mise en œuvre des recommandations de l'IDF Afrique et de l'OMS Afrique en faveur de la prévention et de la lutte contre le diabète, mais avec un focus particulier sur les femmes, comme l'a fait la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce focus doit être de plus en plus mis sur ces éléments spécifiques, notamment concernant l'éducation, concernant la maternité, les choix des femmes, dans la contraception. Ceci est extrêmement important. Je crois que dans quelques semaines, je vais aller dans un de nos pays où on me demande de rencontrer des imams pour parler de la contraception. Ce qui me pose déjà un autre problème aussi. Je ne suis pas gynécologue, je suis interne diabétologue. On me demande d'aller convaincre des imams que la contraception est une bonne chose. Alors, bien sûr, le combat doit être continué, Monsieur le Président. Le combat pour qu'on ait enfin un cadre législatif qui permette que les diabétiques aient leurs droits, mais aussi que les femmes diabétiques aient leurs droits à la santé et à l'accès aux soins. Je vous remercie de votre attention.